Merci beaucoup Alain et bonjour à tous. Bonjour professeur David Larry. D'abord, moi je suis personnellement ravie de participer à ce salon et de pouvoir modérer ce topo sur les traitements de demain et entre espoir ou réalité. Donc on va, mais sans plus tarder, donner donc la parole au professeur David Larry. Merci beaucoup d'être présent, surtout sur une thématique qui est vraiment très importante pour les malades, hein, c'est-à-dire effectivement aujourd'hui il y a des traitements, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux traitements qui arrivent et c'est vrai qu'il y a pas mal de chamboulements dans les thérapeutiques dans les MICI. Donc je vous laisse nous expliquer tout ça. Vous avez à peu près une trentaine de minutes pour expliquer un petit peu les traitements et puis on se retrouve juste après pour les questions. Merci beaucoup à vous. Merci Anne, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir, un honneur d'être avec vous là et de partager les actualités thérapeutiques dans le domaine des maladies inflammatoires. Alors, vous avez remarqué que l'année 2020 était quand même une année assez pourrie, mais sachez qu'en ce qui concerne la recherche thérapeutique dans le champ des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ça a été une année très importante et je pense dont on se souviendra, puisqu'il y a beaucoup d'actualités qu'on va partager ensemble. Alors, j'ai une connexion qui est un petit peu instable, donc ce que je vais faire pendant la présentation, je vais couper ma caméra, vous ne me verrez pas, ça ne va pas beaucoup vous gêner, et il y aura les diapositives qui seront donc le support de ma présentation. Je vais essayer d'aborder un peu tous les aspects des actualités et puis qu'on ait ensuite du temps pour échanger sur des questions que vous vous posez. Voilà. Alors, je passe à la diapositive suivante, simplement pour vous dire que comme la FA, moi aussi j'ai des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et avec un certain nombre de groupes qui produisent des médicaments dans le domaine des MICI, mais aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, il est impossible d'avancer et de faire de la recherche avec des nouvelles molécules sans soutien des partenaires industriels de l'industrie pharmaceutique. Je ne vais pas reprendre ce qui a été magnifiquement présenté par Marian Kavicki il y a quelques instants sur la physiopathologie des maladies inflammatoires, mais c'est simplement pour fixer un petit peu les choses et que vous ayez un peu, à travers cette diapositive de présentation sur pourquoi est-ce qu'on a une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, quelles sont les cibles des traitements. Donc, bien entendu, on a eu beaucoup d'espoir il y a une vingtaine d'années avec la génétique, mais j'avoue qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout en mesure de traiter le substrat génétique des maladies inflammatoires qui en plus influencent peu ces maladies-là. Les facteurs environnementaux, Maria en a parlé, je vous en dirai également quelques mots. Et aujourd'hui, le cœur du traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est traiter cette réponse immunitaire excessive qui est au niveau du tube digestif et qui engendre les lésions, qui vous donnent des symptômes et qui à terme peuvent engendrer des complications et donc des interventions chirurgicales. Au cœur de ces acteurs, il y a l'interface qui est le microbiote intestinal, ce qu'on appelait la flore intestinale auparavant, qui clairement est prédisposé par des facteurs génétiques et modifié par des facteurs environnementaux et va influencer la réponse immunitaire. Et donc là, il y a maintenant des pistes thérapeutiques aussi qui émergent quant à l'adaptation et la prise en compte de ce microbiote. Alors, on va commencer d'ailleurs par ça, puisqu'il y a des nouveautés sur l'alimentation et le microbiote. Marion vous en a parlé, mais c'est quand même important de vous dire un petit peu les choses, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a une véritable épidémie mondiale de MICI. Il n'y a pas que le Covid-19 dans la vie, et on a maintenant des cas de MICI dans tous les pays du monde, et en particulier dans des pays qui jusqu'alors étaient relativement épargnés. Je parle de l'Afrique, des continents, l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est, où on a maintenant une explosion du nombre de cas de MICI, et qui semble clairement liée à notre mode de vie occidental et en particulier à cette diététique des pays occidentaux qui clairement est reliée avec la survenue de MICI, des anomalies du microbiote qu'on appelle la dysbiose, des anomalies de la perméabilité intestinale et qui va pouvoir entretenir l'inflammation. Et c'est à partir de cette hypothèse-là que Marie en a parlé il y a quelques minutes, mais qu'un groupe de chercheurs israéliens et canadiens a développé une étude dans la maladie de Crohn pédiatrique dont je voulais vous parler car je crois que c'est un travail capital. Vous savez que chez l'enfant, une des armes thérapeutiques est ce qu'on appelle la nutrition entérale. Autrement dit, on apprend à ses enfants à se mettre une sonde nasogastrique et ainsi ils s'administrent une nutrition préparée qui a pour but d'atténuer ce qui a un effet anti-inflammatoire et qui diminue l'inflammation intestinale de la maladie de Crohn quasiment avec un effet du même niveau que celui des corticoïdes. Et bien entendu, chez l'enfant, en utilisant cette nutrition, on évite les conséquences sur la croissance qu'ont les corticoïdes. Et donc, dans cette étude publiée l'an dernier, l'étude de Harry Levine, cette nutrition entérale
exclusive a été comparée à une prise en charge comportant toujours de l'électricité orale, mais également ce que les auteurs ont défini comme un régime anti-inflammatoire, qui est ici très très simplifié sur ma diapositive. Vous voyez, donc c'est essentiellement du bon sens, hein. Des fruits, des légumes, de la viande blanche plutôt que la viande rouge, du poisson, et puis on va éviter ce qui contient du blé, des laitages, des graisses animales, de la viande rouge. Autrement dit, un régime quasiment impossible à faire par les enfants et adolescents, puisque c'est tout ce qu'ils n'aiment pas. Et cette étude, dont voici les résultats en termes d'objectifs principaux, après 6 semaines de traitement, donc vous avez en bleu les enfants qui ont eu de la nutrition entérale et le régime anti-inflammatoire, et en orange ceux qui ont eu seulement de la nutrition entérale, autrement dit qui n'avaient pas le droit de manger autre chose que cette nutrition artificielle. Et vous voyez que, bon, bien entendu, les enfants acceptent beaucoup mieux d'avoir cette nutrition avec le régime anti-inflammatoire, mais surtout qu'en termes d'activité sur l'inflammation intestinale, ce qu'on appelle la réponse, la rémission ou la rémission complète, on fait au moins aussi bien à chaque fois avec cette nutrition entérale associée au régime anti-inflammatoire. Donc ça a été quand même un véritable scoop quand cette étude a été publiée. Et dans la foulée, il y a tout un tas de sociétés savantes internationales. Ici, par exemple, c'est l'Organisation internationale des maladies inflammatoires, l'IOIBD, qui a émis des recommandations sur l'alimentation des patients atteints de MICI, avec des messages qui sont simples. Marian vous en a parlé tout à l'heure, mais je crois vraiment qu'on a plus que jamais des arguments qui nous laissent à penser qu'il faut recommander ce type d'alimentation. Il n'y a pas un régime type et il n'y a bien sûr pas d'interdit, mais il faut recommander une alimentation anti-inflammatoire chez les enfants et par extrapolation chez les patients atteints de maladies inflammatoires. J'ajouterai pour vous dire que ça modifie substantiellement la composition du microbiote de façon bénéfique quand on a cette alimentation anti-inflammatoire. L'autre moyen de modifier le microbiote intestinal, c'est de greffer un microbiote sain chez quelqu'un qui a un microbiote malade, et on s'est rendu compte que chez les patients atteints de maladies inflammatoires, il y avait des perturbations du microbiote qui pouvaient participer dans la survenue de ces maladies. Et on a plusieurs essais maintenant qui ont été très bien faits dans la rectocolite hémorragique, des essais donc randomisés avec tirage au sort, enfin avec un niveau de preuve scientifique qui est très important, qui ont été publiés et qui montrent pour 3 d'entre eux sur 4, c'est ceux dont les résultats sont ici en rouge, que la TMF pour transplantation de microbiote fécal était significativement plus efficace qu'un placebo pour traiter une rectocolite hémorragique en poussée. Alors, aujourd'hui, on n'en est pas encore à la mise en pratique et à proposer ce traitement-là chez les patients qui ont des RCH réfractaires, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'inconnus en ce qui concerne d'abord le donneur, puisque en fonction des pays, il y a des réglementations qui sont un peu différentes. Et par exemple, en France, le greffon est considéré comme un médicament. Il y a des pays où il y a des donneurs de microbiote comme il y a des donneurs de sang, c'est essentiellement les pays anglo-saxons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, est-ce qu'il faut que le donneur soit unique ou multiple? Et puis ensuite, il y a le schéma d'administration de cette transplantation. Faut-il que ça soit administré par des lavements, par coloscopie ou par des infusions duodénales? On ne sait pas encore très très bien. Mais clairement, là, il y a une piste qui semble se confirmer dans la rectocolite hémorragique et seulement dans la rectocolite hémorragique, puisque les informations que l'on a aujourd'hui dans le mail de Crohn sont plutôt décevantes. Ça, c'était pour vous parler donc de l'alimentation du microbiote. Je vais vous dire quelques mots des traitements complémentaires, puisqu'on va parler ensuite des traitements médicamenteux classiques, mais on sait que 40 à 50% d'entre vous font appel à ce qu'on appelle des traitements complémentaires, autrement dit des approches qui sont plus ou moins douces, plus ou moins scientifiques, parfois tout à fait totalement farfelues, qui permettent quand même d'agir sur les symptômes des maladies inflammatoires. Alors, il y a des choses scientifiques assez solides qui ont été communiquées cette année. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est l'hypnose. Ici, on est dans le contexte de la maladie de Crohn de l'enfant. C'est une étude américaine où on apprenait à des enfants on hypnotisait ces enfants et ensuite on leur apprenait à se faire des séances d'auto-hypnose pendant 8 semaines, et on évaluait justement, après randomisation, quel était l'impact de ces enfants qui étaient capables de gérer, d'avoir été hypnotisés et de gérer l'auto-hypnose pendant 8 semaines par rapport à un groupe témoin. Et ce que vous voyez sur le graphique, c'est que clairement, on améliore les douleurs abdominales chez les enfants qui ont de l'hypnose par rapport à ceux qui ont un groupe témoin, puisque vous avez le trait orange qui est clairement en dessous de 0 dans le groupe des enfants qui ont reçu les séances d'hypnose par rapport au groupe témoin. Donc
c'est une approche qui sans doute ne modifie pas vraiment les manifestations inflammatoires, mais en revanche qui va quand même permettre d'améliorer un certain nombre de symptômes pénibles, à commencer par les douleurs abdominales. L'autre donnée qu'on a eue cette année, c'était de la même manière au Congrès américain, c'est des données qui concernent l'acupuncture, et donc cette acupuncture a là encore été évaluée de façon scientifique très très rigoureuse par un essai contrôlé randomisé, dans le contexte de la maladie de Crohn, chez les patients qui ont quand même une maladie qui était très très modérée, et ces patients recevaient 3 séances d'acupuncture par semaine pendant 12 semaines, ou bien une procédure dite factice avec des aiguilles qui faisaient quasiment aucune douleur. Et ce que vous avez sur la diapositive, ce sont des éléments qui pour nous sont très très importants, ce sont des marqueurs de l'inflammation intestinale. La calprotectine fécale, le score CDUS, c'est le score endoscopique qu'on a avant et après les séances d'acupuncture. Et puis vous avez au milieu les taux de rémission, c'est-à-dire la disparition des symptômes. Et bien on voit qu'à chaque fois, que ce soit en ce qui concerne les symptômes sur le taux de rémission clinique, que ce soit la calprotectine fécale ou que ce soit le score CDEIS, le score endoscopique de la maladie de Crohn, on améliore les choses avec ces séances d'acupuncture dans le contexte de la maladie de Crohn minime à modérée. Donc là encore, je crois que c'est important de pouvoir aborder cette question des traitements complémentaires qui ne sont pas pris en charge, mais c'est pas ça le problème, et qui peuvent vraiment être bénéfiques pour vous, pour votre maladie, et vos gastro-entérologues respectifs, je pense, sont tout à fait préparés et s'attendent à ce que vous puissiez poser la question, et c'est un sujet qui est important et qui vient, à mon avis, vraiment en complément des traitements classiques. On en reparlera, je pense, dans les questions. Avant de passer aux nouvelles molécules, je voulais faire un petit focus pour vous dire qu'il y a une actualité très très forte sur des traitements des maladies inflammatoires qui sont déjà disponibles et qui concernent 2 médicaments que vous connaissez sans doute très très bien. Le premier, c'est l'infliximab, et le deuxième, c'est le vedolizumab. Alors, j'ai synthétisé tout d'abord sur cette diapositive le périmètre de remboursement en France des traitements dits modernes, des MICI, en 2020. Donc, vous voyez qu'en ce qui concerne la maladie de Crohn, on a le choix est quand même beaucoup plus restreint que dans la rectocolite hémorragique, avec 2 possibilités en première ligne qui sont 2 anti-TNF, infliximab et adalimumab. Et puis, le choix s'élargit en deuxième ligne, où on peut, à ce moment-là, faire appel, bien entendu, à ces anti-TNF, mais également proposer du vedolizumab ou du lustekinumab. Vous reconnaîtrez le nom. Alors, je vais dire le nom des médicaments, même si c'est pas forcément toujours ce qu'il faut faire, mais que vous ayez les choses en tête. Infliximab, c'est le Remicade et c'est biosimilaire. Adalimumab, c'est Humira et c'est biosimilaire. Vedolizumab, c'est Entyvio. Et ustekinumab, c'est Stelara. Dans la rectocolite hémorragique, on a les mêmes molécules avec un anti-TNF supplémentaire qui est le golimumab, dont le nom commercial est le Simponi, et une nouvelle molécule qui est arrivée très très récemment qui s'appelle le tofacitinib, dont le nom commercial est Xeljanz, qui est un traitement oral, qui est un nouveau mode d'action, je vais vous en parler tout à l'heure, qui va inhiber une voie de l'inflammation qui est la voie des janus-kinases, donc c'est un JAK inhibiteur. Donc voici l'arsenal thérapeutique dont nous disposons actuellement, et les actualités concernent tout d'abord l'infliximab, puisqu'on attend très très prochainement un infliximab administrable par voie sous-cutanée, puisqu'actuellement c'est un médicament qui est délivré par perfusion intraveineuse en hôpital de jour toutes les 4, 6, voire 8 semaines, ça dépend un petit peu des situations, et un de ces biosimilaires, de l'infliximab, le CTP13, qui est développé par une firme coréenne, a développé une formulation sous-cutanée. Donc cette formulation sous-cutanée a été comparée au traitement intraveineux classique. Et ce que l'on voit quand on utilise, on commence toujours par 2 perfusions intraveineuses, et puis ensuite, si on compare des malades qui continuent le traitement intraveineux en orange à ceux qui reçoivent ensuite des injections sous-cutanées en vert, on a des taux d'efficacité qui sont tout à fait proches à la semaine 30 ou à la semaine 54. Notez que ces injections sous-cutanées sont administrées toutes les 2 semaines et tiennent compte du poids, donc on devrait avoir accès à cet infliximab sous-cutané très rapidement, peut-être début de l'année 2021. Donc il faudra voir ensuite avec vos gastro-entérologues respectifs dans quelle mesure, si cela vous intéresse, vous pourriez demander à ce que ce traitement soit poursuivi en sous-cutané et donc à domicile, plutôt que de venir à l'hôpital recevoir des perfusions en hôpital de jour. Et on a exactement la même perspective qui concerne le vedolizumab, donc l'Entyvio, qui actuellement est un traitement uniquement administré par voie intraveineuse.
toutes les 4 à 8 semaines, dans l'indication maladie de Crohn comme dans l'indication rectocolite hémorragique. Et la firme qui développe le vedolizumab a développé un vedolizumab sous-cutané qui sera également, lui aussi, je pense, disponible dans les mois qui viennent, peut-être à la fin de l'année 2021. Et donc, une solution envisageable chez ceux d'entre vous qui ont ce traitement intraveineux, qui sont demandeurs d'avoir le traitement par voie sous-cutanée. Il est clair que on ne vous imposera jamais de poursuivre le traitement intraveineux ou de passer à un traitement sous-cutané. Les deux options resteront possibles et à discuter donc avec le prescripteur, le gastro-entérologue qui a l'habitude de vous suivre. La dernière partie de ma présentation concerne les nouvelles molécules et il y a eu quand même donc une très très belle année 2020. Les congrès étaient tous en virtuel à l'exception de l'écho, mais ça a été notamment en ce qui concerne le congrès européen UEGW du mois d'octobre 2020, une édition assez incroyable. Je résumerai cette édition 2020 par un véritable feu d'artifice en ce qui concerne des perspectives thérapeutiques dans le traitement de la maladie de Crohn comme de la rectocolite hémorragique, avec sur ces diapositives des nouveaux noms de molécules qu'il va vous falloir connaître. Certaines seront disponibles très très rapidement, d'autres il y en a pour un peu plus longtemps. Et je vais vous donner quelques éléments et quelques points de repère dans cette forêt que constituera bientôt le traitement des MICI, puisque il y a déjà beaucoup de médicaments disponibles et vous voyez que je pense que dans un horizon de moins de 5 ans, on aura infiniment plus de possibilités qu'encore on en a aujourd'hui. Donc nous aurons bientôt 5 familles de traitements dans le contexte des maladies inflammatoires. Je ne vais pas rentrer dans le débat si c'est pour le traitement de la RCH ou celui de la maladie de Crohn. La plupart des médicaments sont disponibles, seront, on peut le penser, efficaces dans les deux indications. Donc la première classe thérapeutique, ce sont les anti-TNF, infliximab, adalimumab et golimumab que vous connaissez et dont je viens de vous parler. La deuxième famille, ce sont des anticorps monoclonaux qui vont cibler la circulation des cellules de l'inflammation qui ont la capacité d'adhérer et pour revenir dans le tube digestif. Donc on appelle ça les molécules d'adhésion. Le chef de file de cette classe thérapeutique, c'est le vedolizumab, dont je viens de vous parler. Troisième famille de médicaments qui va moduler une autre voie de l'inflammation, qui est la voie de l'interleukine 12, interleukine 23, voie TH17. Et donc ça, le chef de file de cette classe thérapeutique, c'est l'ustekinumab, donc le Stelara. Et là, il y a plein de nouvelles molécules qui arrivent. Quatrième famille, je vous en ai touché un mot tout à l'heure, les inhibiteurs des Janus kinases, qui sont des traitements donnés par voie orale, avec déjà un traitement disponible qui est le tofacitinib dans la rectocolite hémorragique. Et puis cinquième famille dont on va parler, que nous n'avons pas encore, qui sont les modulateurs de la sphingosine 1-phosphate. Et ces modulateurs de la S1P sont également des traitements donnés par voie orale. Alors, je vais simplement vous donner quelques points de repère et vous présenter quelques résultats, mais brièvement, parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant qu'on ait un temps d'échange ensuite et qu'on discute de ces perspectives thérapeutiques. Donc, première famille, les anti-IL-12, IL-23. Vous avez donc l'ustekinumab qui est le chef de file. Et puis derrière, des molécules plus spécifiques qui vont directement cibler l'interleukine 23, qui sont actuellement en développement dans les MICI, mais qui sont également en développement dans le psoriasis ou dans les rhumatismes inflammatoires, et certaines d'entre elles sont déjà disponibles en France dans ces indications-là. Donc retenez ces noms que sont mirikizumab, risankizumab ou guselkumab, qui sont des traitements à venir des MICI, qui sont des traitements qui initialement sont administrés par des perfusions, donc à l'hôpital, et ensuite sont poursuivis par voie sous-cutanée, des injections que vous pouvez vous faire à domicile en traitement d'entretien. Alors voici par exemple une publication qui a maintenant 3 ans qui concerne le risankizumab dans le traitement de la maladie de Crohn qui avait été comparé au placebo. Le placebo est ici en gris et vous avez les taux de rémission, par exemple à gauche à la semaine 12, qui sont plus bas dans le groupe placebo, 15,4%, que dans le groupe risankizumab à la dose de 600 mg, qui est d'ailleurs celle qui est maintenant développée dans le traitement de la maladie de Crohn. Donc, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des essais contrôlés randomisés. De la même manière, sur la diapositive suivante, voici un autre anti-L23 spécifique, le mirikizumab, qui est administré, vous le voyez en haut, à 3 doses par voie intraveineuse toutes les 4 semaines. Et puis ensuite, ce traitement est poursuivi, soit par voie intraveineuse, mais sera sans doute poursuivi dans la réalité par voie sous-cutanée, avec des niveaux d'efficacité à la semaine 12 et à la semaine 52 qui se maintiennent bien au cours du temps
Donc là encore, une perspective thérapeutique concrète. Et puis le troisième dont on a parlé cette année, là encore à l'UEG 2020, dans cette famille, c'est le guselkumab, qui est déjà disponible en France dans le traitement du psoriasis. Vous voyez que c'est un traitement qui, au départ, est administré par voie intraveineuse, avec des doses qui étaient croissantes de 200, 600 et 1200 mg, qui étaient même comparées à de l'ustekinumab. Et si on suit entre la semaine 0 et la semaine 12 l'évolution de ce qu'on appelle le CDAI, autrement dit le score d'activité clinique de la maladie de Crohn, il ne baisse quasiment pas avec le placebo, alors qu'il baisse significativement avec les 3 doses testées de guselkumab, ainsi qu'avec, en violet, la dose d'ustekinumab qui avait été proposée en guise de comparaison. Donc c'est des perspectives qui sont très très encourageantes. Deuxième classe dont je voulais vous parler, donc les inhibiteurs des Janus kinases, les JAK inhibiteurs, qui sont des traitements oraux. Nous avons déjà donc le tofacitinib dans le traitement de la rectocolite hémorragique, qui est un traitement qui présente quand même quelques précautions d'emploi, puisqu'il y a eu des signaux sur les problèmes de zona ou d'accidents cardiovasculaires, et on a des molécules plus spécifiques que le tofacitinib qui arriveront très bientôt, que sont le filgotinib et l'upadacitinib. Là encore, ces molécules sont déjà disponibles dans le traitement des rhumatismes inflammatoires. Donc, juste une diapositive pour vous montrer les données concernant le filgotinib dans un essai contrôlé randomisé contre placebo dans la rectocolite hémorragique qui a été présenté à l'UEG 2020 pour vous montrer qu'en termes de rémission à la semaine 10, ce qu'on appelle la rémission, c'est la disparition des symptômes et la normalisation de l'endoscopie. On voit que le groupe orange, c'est-à-dire la forte dose de filgotinib 200 mg par jour, c'est un comprimé par jour, est plus efficace que le placebo en gris, que ce soit chez les patients qui n'ont jamais reçu d'anti-TNF ou chez les malades qui ont été traités préalablement par anti-TNF. Donc des résultats très clairs et qui ont d'ailleurs été confirmés pour le traitement d'entretien. Autre médicament de la famille, donc upadacitinib, qui est là ici a été testé dans le traitement de la maladie de Crohn avec 2 doses de 15 ou 30 mg par jour. C'est encore un traitement oral et c'est des données à long terme que je vous ai mises sur ces diapositives et qui ont été communiquées à l'UEG 2020 puisque c'est des résultats après 2 ans de traitement. Il faut savoir que c'est des malades qui avaient eu un échec quasiment de tous les traitements qui existaient auparavant et on voit finalement qu'il y a des taux de rémission clinique sans corticoïdes qui se maintiennent très très bien au cours du temps, peut-être un petit peu mieux avec la dose de 15 mg que celle de 30 mg. Donc des résultats là encore convaincants avec cette nouvelle molécule. Et je finirai dans ce catalogue de nouvelles molécules avec cette nouvelle classe thérapeutique qui est encore un petit peu mystérieuse pour nous. Il y a un médicament dans cette famille qui est déjà disponible dans le traitement de la sclérose en plaques depuis pratiquement 10 ans, qui s'appelle le fingolimod. Et là, nous allons en parler d'autres nouvelles molécules, en particulier de l'ozanimod. Alors, le mécanisme d'action de la modulation des récepteurs S1P, c'est qu'on va séquestrer les lymphocytes, donc les cellules de l'inflammation, dans les ganglions pour éviter que ces molécules reviennent dans le tube digestif. Et cette stratégie semble efficace. Alors, il y a des données présentées là encore tout à fait récemment avec l'ozanimod, mais sachez qu'il y a d'autres molécules dans cette classe comme etrasimod, et il y en a d'autres qui arrivent encore derrière. Donc, c'est un traitement oral donné à raison d'un comprimé par jour, à la dose de 1 mg par jour, qui dans cette étude ici ont été comparés à un placebo dans un essai randomisé en double aveugle. Et là encore, on a une supériorité de l'ozanimod à la dose de 1 mg par jour par rapport au placebo en termes de rémission à la semaine 10. On est dans la rectocolite hémorragique, mais le développement de cette molécule est également fait dans la maladie de Crohn avec des résultats qui sont également très très positifs. Donc voici un petit peu les perspectives du traitement des MICI dans les 5 à 10 ans. Vous voyez que ça s'annonce compliqué. On aura toujours des traitements conventionnels. J'appelle les traitements conventionnels les traitements salicylés qui suffisent chez pratiquement la moitié des patients atteints de rectocolite hémorragique. C'est le Pentasa, le Fivasa ou le Rovasa que vous prenez. Il y a également les corticoïdes qui ont encore une petite place, surtout pour traiter les poussées. Il y a les immunosuppresseurs conventionnels et en particulier les thiopurines, le chef de file c'est l'Immurel, ou le méthotrexate, qui sont des traitements qu'on utilise de plus en plus en association avec les autres traitements. Ensuite, dans la classe des anti-TNF qu'on connaît bien depuis 20 ans, qui ont certes des inconvénients, mais j'avoue que la plupart des prescripteurs manient ces médicaments-là maintenant tout à fait facilement et sont avec un niveau de sécurité qui est très très bon.
Les antimolécules d'adhésion, donc c'est le vedolizumab et compagnie. Donc ça, c'est encore des molécules que nous avons maintenant à disposition, et d'autres médicaments arrivent dans cette famille. Anti-L12, anti-L23, c'est l'ustekinumab, donc le Stelara, et d'autres molécules qui arrivent vraiment très bientôt. Je vous ai parlé de la transplantation de microbiote. Je pense qu'on n'y est pas encore, mais on peut espérer que dans la rectocolite hémorragique, cela constitue une option, sachant qu'aujourd'hui, ça a été uniquement testé dans le traitement de la poussée, et il est évident que le microbiote, de par sa résilience, doit revenir à sa situation antérieure. Donc, une séance de transplantation ne suffira sans doute pas à contrôler durablement une rectocolite hémorragique. Vous avez enfin donc les traitements oraux, les JAK inhibiteurs et les modulateurs de la S1P dont je vous ai parlé. Et malgré toutes ces avancées thérapeutiques, il faut quand même savoir qu'il y aura toujours de la place pour la chirurgie dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, a fortiori quand ce sont des malades dans la maille de Crohn, quand c'est une maladie qui est limitée, qui est sur l'intestin grêle, où on sait que cette chirurgie, aujourd'hui faite par voie cœlioscopique dans des centres experts, a des conséquences qui sont à un taux de complication qui est ultra faible et sans doute peut-être même inférieur à celui des traitements médicaux quand ils sont multipliés ou associés. Et l'ultime perspective thérapeutique dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, on a associé des corticoïdes avec des immunosuppresseurs, puis des anti-TNF avec des immunosuppresseurs, et ce qu'on voit émerger maintenant, c'est des associations de ces nouvelles molécules chez des patients qui ont des situations, qui sont en situation d'impasse thérapeutique. On a, je vous ai rapporté sur cette diapositive une publication tout à fait récente de 2 équipes nord-américaines. Il n'y a que 22 malades, mais c'est des malades qui ont été triés sur le volet pour recevoir des associations de médicaments un peu extrêmes, vedolizumab plus ustekinumab dans 8 cas, ou anti-TNF plus vedolizumab ou ustekinumab dans 16 cas, avec quand même un bénéfice clinique pour ces malades qui ont des formes ultra sévères de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et des niveaux de tolérance, parce que ce qu'on redoute bien entendu à associer ces molécules-là, c'est de favoriser les infections ou les effets indésirables, avec des niveaux de tolérance qui, pour le moment, me semblent acceptables dans ce contexte de patients qui ont des maladies très, très réfractaires. Voilà, je vous remercie et puis je serai ravi de répondre aux questions. On a plein de choses à se dire. Anne, tu es de retour? Oui, je suis de retour. Merci beaucoup, David. Merci parce qu'on a énormément de questions sur évidemment sur les traitements. On voit bien qu'il y a quand même des perspectives qui sont juste énormes. Je rappelle que dans les ressources de l'AFA, vous avez les fiches thématiques traitement qui sont d'ailleurs faites par le JETAD et toi, David, je sais que tu es à la tête de file justement de la commission qui fait ces fiches sur les traitements. Donc, c'est vraiment très important, je pense, d'avoir ces informations sur les traitements. Et puis, on a évidemment tout un tas de vidéos sur notre chaîne YouTube. Et il faut penser également à la plateforme Wikiconnect si vous souhaitez avoir plus d'informations et être accompagné. Alors, bon, honnêtement, David, on voit bien que les perspectives sont juste énormes en termes de. Tu es toujours avec moi, David? Parce que je sens que tu es gelé. Ah, alors. David, je te propose d'éteindre ta vidéo pour mieux éventuellement rediscuter. Voilà. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux me parler? Je n'entends pas. Alors, en fait, peut-être le mieux, c'est de se reconnecter éventuellement si jamais tu n'arrives pas à me rejoindre. On a énormément. Alors, d'abord, merci pour ce topo. On a énormément de questions, évidemment, sur les effets secondaires des médicaments. Je voulais quand même éventuellement, en effet, poser la question des effets secondaires parce qu'on voit bien qu'il y a en effet une efficacité de ces produits, mais on ne sait jamais, en fait, quel en est-il des effets secondaires. Donc, il y aura un certain nombre de questions, je pense, sur les effets secondaires dès que David, bien sûr, va nous rejoindre. On a également, j'ai vu qu'il y avait aussi un certain nombre de questions sur l'efficacité de ces traitements, mais aussi la tolérance quel type de traitement on peut prendre quand on est enceinte, donc quelle est la possibilité de prendre des traitements quand on est atteint d'une MICI et en même temps quand on attend un bébé. On a aussi des questions sur des choses qui n'ont pas été abordées, par exemple notamment les greffes de cellules souches. David, est-ce que tu m'entends? Oui, moi j'entends très bien. Ça va, tu me reçois? Oui, ça y est, je t'entends. Donc j'étais en train de regarder un petit peu toutes les questions parce que j'ai tout entendu, mais il y en a pour des jours et des jours à répondre. Alors, mais je vais essayer d'être synthétique.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même des grandes perspectives, mais on n'est pas toujours très rassuré sur la question des effets secondaires de ces traitements. Il y en a pour certains, on a du recul, mais pour d'autres, c'est quand même compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, par exemple, des effets secondaires des traitements qui arrivent? Alors, ceux qu'on connaît bien, les anti-TNF, on connaît de mieux en mieux les effets secondaires à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de ces effets secondaires et puis des effets secondaires des autres médicaments? Alors, tous les traitements des MICI ont potentiellement des effets secondaires. Donc ça, c'est un point qui est incontestable. Mais il y a des particularités qui concernent chacune de ces classes thérapeutiques. Aujourd'hui, on pourrait essayer de mettre des niveaux en termes de risque pris avec les traitements, surtout en ce qui concerne les médicaments pour lesquels on a pas mal de recul. Donc, je crois que les médicaments aujourd'hui qui posent le plus de problèmes en termes d'effets indésirables, ce sont les corticoïdes. En numéro 1, ça c'est clair, et en particulier chez les enfants et chez les sujets qui sont un petit peu âgés, qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires, du diabète, des choses comme ça, c'est le pire des médicaments qui soient. En numéro 2, et à peu près, peut-être un petit peu plus que les nouveaux médicaments, ce sont les immunosuppresseurs, et en particulier l'azatioprine, autrement dit l'Immurel, qui a des effets indésirables, qui justifient donc une surveillance biologique rapprochée, et dont on s'est rendu compte, grâce à la cohorte française Sésame, pilotée par Laurent Baugerie, à laquelle l'AFA a largement contribué, qu'ils avaient également la capacité de favoriser un certain nombre de cancers, notamment chez les patients qui sont assez âgés, des cancers de la peau, des cancers des ganglions ou des cancers des voies urinaires. En ce qui concerne les anti-TNF, on a 20 ans de recul. C'est des médicaments qui ont comporté beaucoup d'incertitudes au départ, mais on a un recul maintenant long dans le temps et des millions de malades qui ont été traités dans le monde avec ces médicaments-là pour dire qu'il y a un niveau de sécurité qui est bon. Après, il y a des effets indésirables, c'est vrai, mais ce sont des traitements qu'on va donner à des malades qui ont des maladies beaucoup plus sévères que ceux qui ont un traitement salicylé. Et à chaque fois qu'on envisage ces molécules-là, il y a une discussion autour du rapport bénéfice-risque. Donc les effets indésirables des anti-TNF sont d'augmenter l'intensité des infections, pas vraiment le nombre, mais l'intensité des infections, parce qu'on bloque une molécule qui est importante dans la défense contre les infections. Le deuxième inconvénient, c'est les réactions au traitement quand on l'administre. Donc, c'est pour ça qu'on fait des perfusions d'infliximab à l'hôpital. Et il y a quelques malades qui se font des injections sous-cutanées à domicile qui ressentent des douleurs au point d'injection. Troisième inconvénient, on peut avoir, comme on modifie la réponse immunitaire générale, on peut avoir des réactions immunologiques dans d'autres organes, par exemple au niveau de la peau, c'est ce qu'on appelle le psoriasis induit, ou des douleurs articulaires. Et aujourd'hui, il y a une incertitude quant au risque de cancer induit par cette famille de traitements, avec peut-être un léger surrisque d'un cancer de la peau qui s'appelle le mélanome, et des données françaises pour l'instant non confirmées sur le risque de lymphome. Donc ça, c'est les anti-TNF. Pour ce qui est des médicaments de deuxième génération, le vedolizumab ou l'ustekinumab, on a plutôt l'impression qu'ils sont mieux supportés que les anti-TNF, mais on n'a pas d'études de comparaison directe et je pense qu'on aura ça dans les années qui viennent, mais en tout cas des profils de tolérance qui semblent quand même relativement bons, malgré tout comportant des risques infectieux. Je vous ai dit que le tofacitinib, le nouveau traitement oral dans la rectocolite hémorragique, lui, on est un petit peu plus circonspect parce que, à l'évidence, il peut favoriser les événements thromboemboliques, les phlébites, les embolies, ce genre de choses. Donc, on surveille bien ça et on essaie de le donner à la plus petite dose possible, qui est de 5 mg matin et soir, pour éviter ces inconvénients-là. Pour ce qui est des médicaments qui sont actuellement en développement, les anti-L23 spécifiques, on a des données en dermatologie ou en rhumatologie qui sont assez rassurantes et qui montrent qu'on sera sans doute assez voisin de l'ustekinumab en termes de tolérance. Et pour les autres JAK inhibiteurs, on attend encore un peu. Mais bien entendu, c'est un souci pour vous, mais comme pour les prescripteurs, de concilier l'efficacité avec la tolérance de ces traitements-là, et il est hors de question de prendre des risques inconsidérés avec des traitements qui seraient dangereux. Donc effectivement, c'est une discussion qu'on doit avoir. En effet, il peut arriver que certains traitements, on les arrête à cause des effets indésirables immédiats comme des psoriasis ou des choses comme ça qui pourraient arriver. Mais globalement, ce sont quand même des médicaments qui sont très surveillés et on peut quand même anticiper sur ces effets secondaires. On peut anticiper, on doit en parler auparavant,
Et puis ensuite, l'intérêt des rendez-vous que vous avez avec votre gastro-entérologue, c'est justement de vérifier qu'il n'y ait pas ce genre d'événements qui surviennent. Et ensuite, ce qui est, par exemple, je crois que c'est important d'avoir une vision assez globale des choses avec le généraliste, avec les spécialistes d'organes, pour avoir un suivi dermatologique, un suivi gynéco, ce genre de choses, pour prendre en compte cet aspect multidimensionnel dans les maladies inflammatoires. Donc, il y a la fatigue, mais il y a aussi voilà, tous ces aspects-là qui sont importants. Tu avais une question sur la grossesse ? Ouais, alors du coup, effectivement, il y avait une question sur la grossesse ou quelqu'un qui éventuellement donc, prenait de l'antibio. Il y a certains traitements pour lesquels on n'a pas encore vraiment de recul sur la grossesse. Quel conseil on peut donner à cette personne qui souhaite qui a un projet d'enfant? Alors, il faut discuter avant tout traitement, parce que vous avez compris que si on arrive à trouver un traitement qui permet de mettre votre maladie en rémission, ce traitement-là, il va être amené à être pris pendant longtemps. Il n'y a pas aujourd'hui de durée définie pour chacun des traitements des maladies inflammatoires, et on part sur des traitements qui sont au long cours. Donc chez une femme jeune ou chez un homme jeune avec un projet de procréation, cette discussion-là doit être abordée avant la mise en traitement. Pour ce qui est des anti-TNF, les choses sont maintenant assez claires et ce sont des traitements qui peuvent être administrés pendant la conception, pendant la grossesse. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de les interrompre en fin de grossesse parce qu'il y a du fait du type de molécule dont il s'agit, il y a un passage transplacentaire. Et donc à ce moment-là, au 3e trimestre, et donc à ce moment-là, le bébé a le médicament qui est détectable dans le sang à la naissance, ce qui n'est pas forcément beaucoup de conséquences pour ce bébé, qui peut être vacciné normalement, mais enfin bon, c'est quand même pas une situation qui est tout à fait naturelle. Concernant vedolizumab et ustekinumab, étant donné la structure de ces molécules, elles passent manifestement, elles aussi, à travers le placenta en fin de grossesse. Antibio et Stelara, hein, c'est ça. Antibio et Stelara, elles passent également à travers le placenta en fin de grossesse. Aujourd'hui, on a un recul qui est faible avec ces deux médicaments-là au cours de la grossesse. Donc, le niveau de sécurité, et pour rassurer les patients ou les patientes, est incertain. Après, je crois qu'il faut, voilà, c'est un peu du cas par cas. Si on peut pas faire autrement que d'avoir ce traitement-là pour que la rectocolite hémorragique ou la myélochrone soit en rémission, il faut envisager ce projet de grossesse avec ce traitement-là et avec la part d'incertitude qui ne pourra pas être levée avant longtemps, parce que vous savez que les données chez la femme enceinte, on les collecte au cours du temps et que parfois il faut 10 ou 20 ans pour avoir des informations qui sont un peu plus claires. Alors, le dernier point, c'est le tofacitinib. Le tofacitinib, le nouveau traitement de la RCH, lui, on n'en sait absolument rien. Et aujourd'hui, moi, je crois qu'il faut être très, très prudent avec le tofacitinib, qui est une molécule qui a un mécanisme d'action complètement différent, et que envisager une grossesse sous tofacitinib, c'est vraiment un mystère. Alors, moi, je tiens quand même à essayer d'abord envoyer un petit message pour essayer de rassurer un petit peu les gens qui nous suivent. D'abord parce que il faut quand même dire un message qui, à mon avis, est très important, c'est que le plus important dans tout ça, c'est qu'on ait une Mickey en rémission, puisqu'il y a quand même les effets secondaires de la maladie elle-même qui sont très importants, en fait. Hein. Donc, c'est très important de maîtriser la maladie, et c'est ensuite, avec le médecin, de discuter des bénéfices et des risques, sachant que les bénéfices sont très largement supérieurs aux risques qu'on prend concernant les traitements d'une façon générale, David. Alors, ce que ta remarque est essentielle, c'est que une grossesse chez quelqu'un qui a une maladie inflammatoire conduite de l'intestin ne peut se conduire dans de bonnes conditions que si la maladie est en rémission. Si la maladie ne l'est pas en rémission, les risques sont considérables pour la maman, mais aussi pour le fœtus, puis le bébé, avec un risque de fausse couche, un risque d'accouchement prématuré, un bébé qui sera petit. Voilà, donc ça, c'est la règle numéro 1 dans grossesse et Mickey, c'est envisager ce projet sur une maladie qui est contrôlée. D'accord. Et donc, d'une façon générale, quand on est aussi une personne qui est atteinte de Mickey sans être enceinte ou avoir un projet d'enfant, avoir une Mickey contrôlée, c'est aussi hyper important, on est bien d'accord? C'est aussi hyper important et c'est un objectif qui est maintenant mais vraiment très accessible. On a parlé de médicaments dont on dispose déjà, qui sont des médicaments qui ont une efficacité extraordinaire. Hein. Franchement, par rapport à l'infliximab, on l'a depuis 1998. C'est une révolution thérapeutique. Hein. La prise en charge des Mickey avant l'infliximab et aujourd'hui a complètement changé parce qu'on a des moyens thérapeutiques qui ont qui sont d'une efficacité inégalée.
Alors justement, parlant de l'infliximab, alors la grande révolution quand même justement de l'infliximab, qui est un traitement que l'on prend à l'hôpital en intraveineux, en intraveineuse, là va se prendre en sous-cutané. J'ai des questions. Est-ce que quelqu'un qui prend l'infliximab en intraveineux à l'hôpital et qui pourra en fait switcher vers des injections sous-cutanées chez lui à la maison? Je pense que oui, et sans doute assez vite. Alors, il faudra en discuter, bien entendu, avec le gastro-entérologue. Et puis, les perfusions d'infliximab, actuellement, c'est toutes les 8 semaines, hein, et parfois, même quand la situation est bien contrôlée, en espace au-delà de 8 semaines. Le rythme des injections sous-cutanées sera beaucoup plus rapproché, hein. Ça sera toutes les 2 semaines, selon les études qui ont été faites jusqu'à présent. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'il faut mettre en balance. Et puis, moi, j'avoue que j'en ai déjà parlé à certains malades, et qui m'ont pour certains répondu « Ah, mais moi, je préfère venir à l'hôpital, ça me rassure ». Donc, ça sera peut-être pas tout le monde non plus. D'accord. Mais en termes il n'y aura pas de perte d'efficacité. On est vraiment en termes d'efficacité, produit intraveineux versus sous-cutané. On est à peu près il n'y a pas de perte de chance pour le patient qui va switcher. Je dirais globalement non sur les données qui ont été communiquées jusqu'à présent par le laboratoire qui commercialise le produit, mais c'est des données avec des effectifs de patients qui est quand même encore un petit peu limité. Donc on ne peut pas non plus affirmer cela de façon catégorique. Donc, de façon optimale, il vaut mieux réserver dans un premier temps aux initiations, c'est-à-dire quand on commence à prendre de l'infliximab, on prescrit du sous-cutané plutôt que de l'intraveineux. Comment ça se passe dans votre pratique de tous les jours, vous, gastro-entérologue? Ben, je pense qu'on commencera exactement comme tu viens de le dire, Anne. Tu as tout compris, comme toujours. Ok. On m'a parlé aussi des greffes de cellules souches, mais c'est vrai que ça, ce sont des choses que tu n'as pas abordées dans ton topo, mais qui sont quand même qu'on voit de temps en temps chez les patients. Alors, il y a deux situations hein, que dans ces cellules souches. C'est une arme thérapeutique qui a d'abord été testée dans la maladie de Crohn en échec de tous les traitements. Donc là, on parle de greffe de moelle, hein, quasiment, de cellules souches autologues, avec des données publiées il y a maintenant quelques années dans ces formes épouvantables, hein, en échec de tous les traitements disponibles. Des résultats qui semblent en termes d'efficacité assez encourageants, mais en revanche, beaucoup d'effets indésirables qui sont ceux d'une greffe de moelle. Hein. Et il y avait notamment des décès hein, dans l'étude qui a été communiquée. Ensuite, l'autre moyen d'administrer des cellules souches qui a émergé ces dernières années, c'est dans la maladie de Crohn qui donne des fistules anopérinéales en injectant localement des cellules souches. Donc il y a un produit qui est maintenant commercialisé, qui coûte excessivement cher et qui est disponible hein, en France dans quelques centres experts de proctologie chirurgicale spécialisés dans la maladie de Crohn, ou chez des malades qui sont en échec avec les traitements habituels, en particulier les anti-TNF, on pourrait envisager ce traitement-là qui a, quand même, quand on regarde la littérature scientifique, une efficacité modérée. Ok. Alors, on a aussi d'autres types de questions, mais finalement, on a maintenant un arsenal thérapeutique qui arrive, qui est très important, avec des formes orales. On va en reparler dans 3 minutes, mais pour les gens, par exemple, qui finalement sont toujours un peu apeurés des effets secondaires, etc., quand on est en rémission de la maladie, est-ce qu'on peut envisager aussi une désescalade thérapeutique et finalement de ne plus avoir de traitement pour sa maladie? Alors, l'objectif ultime, ça serait bien entendu celui-là, pour les malades comme pour les gastro-entérologues. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question, qui est une question très difficile. Premièrement, je crois que l'idée principale qu'on se fait aujourd'hui quand on traite quelqu'un qui a une rectocolite hémorragique ou une maladie de Crohn, c'est qu'il ne faut pas hésiter à utiliser les molécules les plus efficaces dès le départ pour bloquer complètement la maladie, en particulier quand c'est la maladie de Crohn. Une fois qu'on a atteint cette cible thérapeutique qui est la rémission clinique avec une cicatrisation des lésions en endoscopie, à ce moment-là, discuter d'un allègement du traitement. Donc cet allègement du traitement se fait souvent en plusieurs phases, surtout quand on a commencé avec plusieurs médicaments, par exemple des corticoïdes, un immunosuppresseur et un anti-TNF. On va d'abord arrêter les corticoïdes. Et puis si la rémission se maintient, on va ensuite envisager d'arrêter l'anti-TNF ou l'immunosuppresseur, pour se retrouver dans une situation de monothérapie. La monothérapie, c'est donc qu'il n'y a plus qu'un seul traitement qui suffit à mettre la maladie en rémission. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de précautions à arrêter tous les traitements, autrement dit, de passer d'une monothérapie à une abstention thérapeutique. On peut envisager ce qu'on appelle des pauses
thérapeutique, peut-être plus dans la maladie de Crohn que dans la rectocolite hémorragique, si tous les signaux sont au vert et si le malade a un suivi qui est assez régulier, à la fois sur des éléments cliniques, mais également sur des prises de sang ou sur des mesures de la calprotectine dans les selles ou par des IRM, ce genre de choses. J'avoue que je suis assez réticent à un arrêt de tous les traitements dans la rectocolite hémorragique, qui est une maladie qui parfois peut avoir une évolution explosive. Et donc le risque, c'est qu'en voulant rendre service à un patient qui veut arrêter ces traitements-là, on arrête tout et on se retrouve ensuite devant une maladie incontrôlable. Oui, donc en fait, c'est toujours un peu angoissant du point de vue du gastro-entérologue, alors que c'est vrai que c'est une demande qui est assez fréquente maintenant chez les personnes, chez les patients. À ce sujet, d'ailleurs, le 9 décembre, Édouard Louis viendra parler dans un direct de l'AFA de la désescalade thérapeutique, qui est quand même un sujet de plus en plus souvent évoqué, et aussi du fait peut-être aussi des effets secondaires des traitements malgré leur efficacité, fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de patients qui réfléchissent effectivement à arrêter le traitement quand on est évidemment en rémission profonde de la maladie. Donc, Édouard Louis viendra nous en parler. Bon, il y a évidemment donc ces formes orales. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui nous demandent, voilà, il y a notamment le tofacitinib, le Xeljanz, qui est un médicament par voie orale, donc un comprimé à prendre qui existe aujourd'hui dans la rectocolite hémorragique. Eh bien, on me demande si voilà, ces anti-JAK, ces inhibiteurs pourront aussi exister dans la maladie de Crohn, puisqu'on voit quand même aussi à la fois la simplicité de pouvoir prendre un comprimé voilà, tous les jours ou 2 fois par jour. Est-ce que ça, c'est bien avancé? On a vu dans le topo qu'il y avait effectivement des études, mais est-ce que très rapidement, on peut penser qu'il y aura des formes orales aussi pour la maladie de Crohn et qui vont se multiplier dans les années à venir? Je pense un peu moins rapidement dans la maladie de Crohn que dans la rectocolite hémorragique. On devrait avoir assez rapidement d'autres JAK inhibiteurs dans le traitement de la rectocolite hémorragique. Dans la maladie de Crohn, le tofacitinib, qui est actuellement disponible dans le traitement de la RCH, les essais ont été négatifs. Donc le développement de cette molécule a été abandonné dans l'indication de la maladie de Crohn. D'ailleurs, on ne comprend pas très bien pourquoi, et c'est la seule fois qu'on a constaté cela. Il y avait une molécule qui marchait dans une maladie et pas dans l'autre. Donc c'est important de faire des études dédiées dans chacune des 2 maladies, de manière à ne pas extrapoler ce qu'on voit dans la RCH pour la maladie de Crohn, parce que ce sont 2 maladies qui sont un petit peu différentes quand même. Je pense que dans la maladie de Crohn, ça prendra un petit peu plus de temps, mais que ce soit les modulateurs de la S1P ou les JAK inhibiteurs, qui sont des traitements oraux, on les aura bientôt. Mais c'est pas parce que c'est oral que c'est mieux. C'est pas parce que c'est oral que c'est plus facile à prendre, parce que quand c'est oral et que, par exemple, le tofacitinib, il faut le prendre matin et soir, on peut l'oublier. Et c'est pas parce que c'est oral que ça ne présente moins d'inconvénients. Oui, donc c'est ça en fait, c'est qu'on pourrait penser qu'un cachet a peut-être moins d'inconvénients et d'effets secondaires, mais en réalité, ce sont quand même des traitements qui, là aussi, ont des mécanismes d'action qui pourraient et qui peuvent quand même provoquer des effets secondaires. Absolument. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai des collègues qui font de la cancérologie digestive. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits de chimiothérapie orale qui ont des effets dévastateurs, mais qui sont quand même donnés par oral. Le malade, il prend un comprimé, il a l'impression que c'est rien du tout. Donc, ne faites pas le parallèle entre la voie d'administration et le niveau de sécurité et d'effets indésirables des traitements. J'ai vu une question sur les maladies pédiatriques. Peut-être dire un mot, que chez l'enfant, aujourd'hui, on a une AMM, une autorisation de prescrire uniquement les anti-TNF. On a quelques données avec le vedolizumab Entyvio, donc avec l'ustekinumab Stelara pour traiter les maladies inflammatoires de l'enfant, et on n'a absolument rien avec le tofacitinib, mais souvent on applique avec un petit peu de retard les résultats des études chez l'adulte en pédiatrie, dans un second temps. Alors, attention, j'ai une question un petit peu touchy. Alors, elle n'est pas forcément réapparue dans le fil de questions, mais il y a quand même beaucoup de patients à l'heure actuelle qui se posent la question, puisque tu as parlé des thérapies non médicamenteuses ou complémentaires. Est-ce qu'on a des données sur le cannabis? Quelle est ton opinion là-dessus? Puisqu'il y a énormément aujourd'hui de personnes qui se posent la question du cannabis et des cannabinoïdes. À l'heure actuelle, il y a eu quand même un certain nombre d'études là-dessus dans la maladie de Crohn. J'ai cru que tu allais me parler de l'hydroxychloroquine. Je suis content.
Oui, il y a des données qui ont été assez bien faites avec le cannabis thérapeutique, le CBD, dans le Crohn et dans la RCH, qui montrent deux choses, je crois, assez clairement, que ça n'a aucun impact sur l'inflammation. Autrement dit, dans des essais contre placebo en double aveugle, des études qui sont bien faites, on ne modifie pas l'inflammation mesurable, la CRP, la calprotectine ou l'endoscopie. En revanche, les malades qui prennent de ce cannabis thérapeutique sont plutôt un peu plus relax, un peu plus détendus. Donc ça marche bien sur l'anxiété, sur la dépression, ce genre de choses. Pas directement sur la maladie, mais on arrive un peu sur des traitements complémentaires. Et puis il y avait quand même aussi des effets indésirables de ce cannabis thérapeutique, somnolence, sensation d'ébriété. Enfin bon, voilà, il y en a à qui j'ai pas besoin de décrire les effets indésirables que ça engendre. Et alors, effectivement, alors il peut y avoir aussi quand même, en effet, apparemment des résultats sur les douleurs. On sait qu'il y a pas mal de patients qui continuent finalement à avoir des douleurs intestinales, malgré la rémission. Donc, bon, en tout cas, il y a quand même un certain nombre d'études qui vont en faveur finalement du cannabis, mais effectivement, tout ce que tu dis, c'est-à-dire ne pas traiter l'inflammation elle-même sur la muqueuse, en fait, la lésion, c'est ça en fait ce que tu dis, Oui. mais plutôt... Oui. C'est-à-dire peut-être se sentir un peu mieux, moins de douleur, etc. Ok. On avait aussi différentes autres questions sur la durée d'efficacité des traitements, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, un certain nombre de traitements ne fonctionnent plus. Comment on voit finalement la durée d'efficacité des traitements? Est-ce que c'est différent d'un patient à l'autre? Alors, il n'y a aucun médicament qui, s'il marche un jour, marche toujours. L'effet des traitements, quels qu'ils soient, s'érode légèrement avec le temps. Par exemple, ça a été très bien démontré avec l'Immurel, l'azatioprine. On sait qu'on perd à peu près 5% d'efficacité chez les malades qui prennent de l'Immurel, ce qui veut dire qu'au bout de 20 ans ou 30 ans de traitement, la plupart des malades ont perdu l'efficacité de ce traitement-là. Ça a été également bien étudié avec les anticorps monoclonaux, donc tous les médicaments qui finissent en MAB, où on voit qu'il y a des problèmes, ce qu'on appelle d'immunisation, c'est-à-dire que le corps humain va fabriquer des anticorps contre cette molécule médicamenteuse qu'il ne reconnaît pas, qui sont des anticorps anti-médicaments, et qui peuvent à la longue diminuer l'efficacité de ces molécules. Ces problèmes d'immunisation sont souvent très précoces au cours des premiers mois de traitement, et c'est une des raisons pour laquelle on associe volontiers à un anticorps monoclonal, infliximab, adalimumab, vedolizumab, ustekinumab, on associe dès le départ un immunosuppresseur pour prévenir cette fabrication d'anticorps anti-médicaments qui, sur le long terme, peut réduire l'efficacité de la molécule. Alors, du coup, quel serait selon toi le médicament idéal et comment tu vois l'avenir justement en termes de traitement dans les MICI? Comment tu vois tes patients? Comment tu penses à un moment donné que tu vas traiter tes patients dans l'avenir, là, dans les 10 prochaines années? Alors, c'est une question très difficile et quand on fait des prédictions, on dit n'importe quoi. Il n'y a qu'à voir ce qui a été raconté sur le Covid-19 depuis 6 mois. Donc, je vais essayer d'être assez prudent. Simplement dire que, étant donné les possibilités thérapeutiques dont on dispose et qui vont bien entendu devoir tenir compte de ce qu'on appelle du périmètre de remboursement, par exemple aujourd'hui, la première ligne thérapeutique dans le Crohn et dans la RCH, ce n'est qu'un anti-TNF et rien d'autre. On devrait peut-être avoir le vedolizumab dans la RCH en première ligne. Donc, ça veut dire qu'on ne peut envisager une autre molécule qu'après échec ou exposition à un anti-TNF. Donc, si on est dans un monde parfait où on a accès à tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, je pense qu'on serait devant quasiment un traitement individualisé. Donc, il y a plusieurs approches à cela. La première, c'est une approche scientifique. Il y a des équipes qui essaient justement de prédire à l'avance quelle est la voie thérapeutique qui risque d'être la plus efficace pour traiter un patient. Par exemple, c'est sur quoi travaille l'équipe de Beaujon. À mon avis, c'est difficile, ça. À mon avis, c'est difficile. La deuxième approche, c'est de choisir, avec des médicaments qui ont sans doute à peu près tous une efficacité comparable, celui dont le profil d'efficacité, la voie d'administration, la fréquence d'administration, le profil d'effet indésirable correspond le mieux au patient, de manière à envisager, entre guillemets, une alliance thérapeutique avec le malade qui permette de choisir la molécule la plus appropriée à sa situation. Le troisième point, c'est que je pense en ce qui concerne la maladie de Crohn, quand on a des indicateurs que cette maladie puisse avoir une évolution sévère, l'objectif thérapeutique va être d'être très efficace au départ, bloquer la maladie, qui ensuite, pour éviter qu'elle évolue vers des complications et donc vers la chirurgie.
Dans la rectocolite hémorragique, la situation est totalement différente, où finalement la moitié des malades ont besoin d'un traitement très léger, qui est le traitement salicylé, Pentasa, Fivasa, Rovasa, qui suffit à contrôler leur maladie. Ils n'ont pas besoin de plus que ça, peut-être de temps en temps un peu de corticoïdes. Et chez les autres, ben aujourd'hui, il y a l'arsenal thérapeutique est encore plus large que dans le Crohn. Et je pense qu'on aura des choix multiples, mais en 2020 ou en 2025 ou en 2030, on n'aura probablement pas un médicament beaucoup plus efficace que les autres. Donc il faudra faire des choix. D'accord. Donc pour l'instant, on n'en est pas à guérir de façon définitive la maladie, c'est ça que tu nous dis? Oui, ça je le dis et je le redis, parce que je crois que c'est des maladies, plus on en sait, moins on comprend. Ça veut dire que c'est des maladies multifactorielles, dont sans doute la pathogénie évolue avec le temps. Donc on est très très loin encore de guérir ces maladies-là. En revanche, on a les moyens thérapeutiques inégalés pour permettre aux malades atteints d'avoir une vie quasiment normale. D'accord. Donc David, il faut quand même continuer à chercher et à chercher l'origine de ces maladies et à continuer à essayer de maîtriser de plus en plus la maladie, n'est-ce pas? Il faut chercher plus que jamais. Alors, c'est des questions, les laboratoires dont je vous ai présenté, c'est des études qui sont financées par les laboratoires, ce que je vous ai présenté. Eux, leur but, c'est d'avoir des médicaments qui soient efficaces, donc ils font des études contre placebo. Et le boulot des sociétés savantes, par exemple le JETED ou d'autres sociétés, c'est d'essayer de définir des séquences thérapeutiques qui seraient les plus efficaces. Et donc, c'est ce qu'on appelle la recherche académique, pour lequel on a vraiment des liens étroits avec l'AFA pour définir justement qu'est-ce que ce serait. On a actuellement, par exemple, une étude sur laquelle on est en train de travailler dans la rectocolite hémorragique pour imaginer plusieurs séquences thérapeutiques qui correspondraient à ce qu'on appelle des profils de patients, des patients qui ont envie d'avoir le traitement le plus efficace, des patients qui, au contraire, ont peur d'avoir des effets indésirables, et ainsi de suite. Et donc, on va vraiment vers une personnalisation des schémas thérapeutiques à venir. Donc, David, toi qui étais donc président de notre comité scientifique, tu es mieux placé pour dire à quel point il est important de continuer à faire effectivement des recherches académiques et à les financer. Et donc, l'AFA, à ce titre, contribue à cette avancée de la recherche sur les causes de la maladie, sur comment améliorer la prise en charge, la qualité de vie. Donc ça, c'est vraiment, je pense que ça, c'est vraiment d'un point de vue contribution, c'est quand même vraiment important. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le soutien de l'AFA, je vais essayer de remettre ma caméra pour le dire, mais la participation, en France, on a un contexte, une écologie dans le domaine des maladies inflammatoires qui est exceptionnelle, avec une convergence dans les efforts de recherche académique entre l'association des patients, qui est l'AFA, qui est une association ultra dynamique, et la journée d'aujourd'hui en est l'illustration, et des chercheurs, et notamment des gastro-entérologues, qui collaborent entre eux. Le JETED, c'est une association qui a 35 ans. On a perdu notre père fondateur, Robert Modigliani, il y a à peu près un mois, mais c'est une association qui est hyper dynamique et dont la qualité des travaux est unanimement saluée dans le monde. Donc, on a un partenariat entre l'AFA et le JETED, et je crois qu'il faut vraiment qu'on continue à imaginer ensemble le traitement de demain des MICI. Il y a plein de choses à imaginer. Il y a plein d'idées à creuser, et puis il y a plein de questions à sans réponse. Je vois un peu sur le chat et sur les questions qui sont posées que voilà, vous êtes pas, on n'est pas au bout et on n'a pas trouvé encore la clé. Alors voilà, donc du coup, ça donne un petit peu de l'énergie aussi pour continuer, pour se battre, pour améliorer justement cette qualité de vie et améliorer la vie avec la maladie. Moi, d'abord un très très grand merci David Lahary. Donc vous êtes à Bordeaux, hein, donc j'ai l'impression qu'il fait quand même relativement beau à Bordeaux. Je mets mes lunettes de soleil là. Je vais mettre... J'ai plusieurs choses en fait à dire à nos participants. D'abord, un très grand merci d'avoir participé à notre conférence et avoir posé plein de questions. Bien évidemment, toutes les questions ne peuvent pas être répondues parce qu'il y a énormément de questions autour des traitements. Vous dire d'abord que cet après-midi, il y a effectivement les ateliers. Donc, chacun s'est déjà inscrit en atelier. Ne ratez surtout pas la conférence de 17h. A priori, les gens ont reçu un message pour 18h. Non, la conférence ce soir est à 17h. Cette conférence, elle est en direct de New York, où le professeur Jean-Frédéric Colombel, qui est comme le professeur David Lahary, sont des stars des MICI et sont quand même des gens qui sont là pour vous et répondre à vos questions. Donc, ce soir, ne ratez pas la conférence à 17h en direct de New York sur Covid.
19 et Niki, avec aussi tous les aspects sur le cadre de la vaccination, des risques liés au traitement ou pas. Et puis, vous dire aussi que nous avons tout un tas de documents que vous pouvez aller revoir sur le site de l'AFA. Remercier bien évidemment les partenaires qui ont contribué à cette journée. Et puis, on se retrouve donc tout à l'heure pour la conférence à 17h. Et en attendant, évidemment, dans les ateliers où chacun a pu s'inscrire. Un très, très grand merci, David Larry. Pas évident avec tous ces petits problèmes de connexion, mais bon, on a surmonté et c'était vraiment un superbe topo. Merci encore d'avoir pu être avec nous ce matin. Et merci Anne, merci à la fin et un petit bonjour aux patients là, dont j'ai vu les noms circuler sur le chat, qui sont des patients que je connais bien. Amitié Bordelais. Ouais. Merci beaucoup.